Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder, des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Ce qui est ultra important dans la pub en ligne, c'est un peu comme la bourse, comme l'investissement boursier, c'est la gestion des émotions. C'est ultra important d'être zen et de ne pas dire « Oh putain, je suis en perte totale, là, ça ne va pas du tout, je ne fais aucune vente, c'est la mort ». Il faut vraiment être froid et se dire « Ok, j'ai mis un budget ». Dans cet épisode, j'ai invité Bastien Desvaux de la chaîne YouTube qui porte son nom. Il est expert en YouTube Ads, il nous partage ses conseils pour percer sur YouTube. On parlera de stratégie YouTube Ads pour freelance et entrepreneurs. Sans transition, on démarre avec Bastien. Bienvenue dans Hackers, le podcast des développeurs, des freelances et des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, j'invite un entrepreneur, un hacker, un pirate. Aujourd'hui, j'invite Bastien Desvaux, a.k.a. Bastien le Pirate. Merci Bastien d'avoir accepté cette invitation. Comment vas-tu et peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Écoute, salut à toi, merci beaucoup pour l'invite. Ça va bien malgré la situation un peu bordélique de cette année, mais bon, voilà, faut y faire face avec courage, on va dire. Écoute, moi, je suis aujourd'hui spécialisé sur le canal d'acquisition YouTube Ads, donc la publicité YouTube, qui est encore très peu développé, je vais dire, dans le monde en général, mais surtout sur le web francophone. Et je me suis positionné là-dessus, ça doit faire un an et demi que je fais. En fait, c'est ma niche, le YouTube Ads. Je fais que ça, 90% de mon temps, on va dire. Et voilà. Et donc, j'aide les entreprises en fait à se développer via YouTube, via la publicité. Et c'est une belle opportunité pour pas mal de gens qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Je pense notamment aux entrepreneurs, aussi aux e-commerce. C'est encore très peu développé en e-commerce, le YouTube Ads. Donc, je pense qu'on aura le temps de développer là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce que je fais dans mon quotidien, on va dire, d'entrepreneur. Super. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, moi, je me souviens d'une vidéo que tu avais fait où tu avais présenté un peu Antoine BM et Jean Rivière. Et justement, tu disais dans cette vidéo que tu voulais un peu les remercier parce qu'ils t'avaient accompagné pendant ta période de transition entre la période où tu te lançais dans l'entrepreneuriat. Et justement, moi, je voulais dire que à cette époque-là, moi aussi, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, t'étais un des gars que je suivais souvent. Donc, je voulais te remercier déjà pour ça. Tu fais partie des gars que je suivais avec tant d'autres comme ça qui m'ont aidé à me franchir le pas, notamment sur YouTube, parce que tu es quand même spécialisé sur YouTube et sur l'entrepreneuriat en règle générale. Donc voilà, je voulais commencer déjà par te remercier pour ça. Sinon, aujourd'hui, donc je t'ai invité pour parler donc de ton expertise sur YouTube Ads. Alors, ça va intéresser deux types de populations, on va dire, dans mon audience. Tu sais, j'ai une audience de développeurs. Donc, tu as beaucoup de développeurs aussi qui lancent des chaînes YouTube et qui souhaitent les booster. Et aussi les développeurs freelance et les développeurs freelance qui font quand même pas mal d'acquisitions payantes via Google Ads ou Facebook Ads. Pardon. Alors, juste avant peut-être de parler aux freelance et de YouTube Ads, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les développeurs qui qui lanceraient une chaîne YouTube de développement, de dev quand je dis développement, c'est pas développement personnel, c'est dev. Ouais. Code. Alors, un petit conseil tout d'abord avec la vision organique, c'est-à-dire comment faire croître une chaîne YouTube naturellement, sans faire appel à la pub. Faut toujours avoir la vision de résoudre un plomblème. Il faut toujours avoir cette vision-là. Donc aujourd'hui, la concurrence est telle qu'on peut plus se permettre de donner des tips plats, on va dire, pour vraiment apporter de la valeur. Il y a donc le fond et aussi la forme qui est important sur YouTube. C'est un secret pour personne. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir les codes de YouTube. Toi, tu es un super exemple. Tu as vraiment les codes de YouTube. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui te connaissent. Les développeurs, ils n'ont pas forcément cette approche, tu vois, créative qui est nécessaire sur YouTube. Faut en être conscient. Donc, c'est ça aussi qui est un peu challenging sur YouTube, c'est que tu as vraiment plusieurs… la compétence ne suffit pas. La valeur ne suffit pas. Il faut vraiment avoir les codes en termes de design, en termes de hook. Ce qu'on appelle le hook, c'est l'accroche. Il faut savoir accrocher les gens. Il faut savoir, les tenir en haleine, c'est-à-dire travailler sur la rétention. C'est le fameux watch time. C'est un des indicateurs phares de YouTube qui dit et qui donne à YouTube en fait
si votre vidéo est intéressante ou pas. Voilà. Donc, il faut vraiment prendre en compte toute cette dimension, mais toujours dans une dimension de j'apporte de la valeur à mon potentiel client, comment je vais résoudre ces problèmes. Et en fait, il faut tout simplement voir YouTube comme un blog. En fait, c'est comme un blog, mais sauf qu'on n'a pas d'articles, on a des vidéos. Et comment tu fais un blog? Tu catégorises. Ici, c'est des playlists. Et tu crées de la valeur en fonction des requêtes que les gens peuvent taper. Donc, c'est comme ça que tu vas apporter vraiment des solutions aux gens, avec le contenu que tu proposes, avec les mots-clés que tu places dans tes titres, mais tout en rajoutant l'aspect un peu clickbait qu'on connaît bien sur YouTube. D'accord. Donc Voilà, tu ça c'est pour la recommandes. partie organique. Ok, donc pour la partie organique, voilà, tu leur recommanderais comment dire, de se nicher un peu quand même, d'être de plus en plus niché, et puis Ouais, de bien ouais. travailler sur la rétention, d'avoir des sujets assez pointus, et surtout ben justement d'avoir une sorte de format, quelque chose qui permet de s'y retrouver. Donc, ok. Une petite Ouais. technique est-ce que tu aurais une petite technique peut-être de growth hacking? Moi, je sais, une fameuse, quelque chose d'assez mémorable sur ta chaîne. Tu avais un peu growth hacké mi-code. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait refaire ça en 2020? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce petit growth hack? Ouais, alors en fait, oui, j'avais un peu surfé sur la tendance Micode. Micode, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber spécialisé en, comment on peut dire, en hacking, cybersécurité au sens large, mais qui a vraiment les codes de YouTube pour le coup. Et il avait vraiment explosé en très peu de temps parce qu'il avait fait, je crois, 4-5 vidéos et il avait déjà 120 000 abonnés en un mois, quoi. Enfin, c'est une des croissances les plus fulgurantes sur YouTube. En fait, moi, je m'étais dit, voilà, j'ai peu d'abonnés, je devais avoir 700 abonnés à l'époque. Je m'étais dit, je vais me baser sur cette tendance, sur le mot-clé Micode, en fait, parce qu'il n'y avait que 5 vidéos référencées sur Micode. Et moi, alors j'avais pris toute une journée pour faire une vidéo, je crois que c'était 10 heures de travail, tu vois. Et ça valait le coup, pour le coup, parce que en me basant sur le mot-clé Micode, eh bien, j'ai dû accroître mon nombre d'abonnés de 2000%, je crois, en un mois et demi. Je suis Ah passé ouais. de 750 à 15 000 abonnés, je crois. Donc, ça va faire environ 2000%, quelques détails près. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, en fait, tout simplement se baser sur les tendances. Il y en a pas mal qui font ça, des gens sur YouTube. Tu te bases sur les tendances, sur ce qui fait le buzz, que ce soit sur la politique, voilà, il y en a plein qui ont essayé de faire le buzz sur notamment le virus, etc. Alors, on parle. C'est un truc qui marche. Attention, cependant, parce qu'il faut s'attendre à récupérer tout un tas de ce que j'appelle touristes, entre guillemets. Quand je dis touriste, c'est pas forcément péjoratif. Un touriste, c'est qui? C'est quelqu'un qui part en vacances à un endroit et qui revient chez lui. Donc, tu peux t'attendre en ayant affaire à ce genre de pratique à ce que voilà, des mecs soient intéressés par ce que tu fais, des mecs ou des filles, mais que tu ne les retrouves plus jamais par la suite, ou alors qu'ils ne convertissent pas. Et le but d'une chaîne YouTube, c'est quand même avant tout de convertir, de trouver des clients. En tout cas, voilà, on n'est pas des Thibaut InShape, on n'est pas des Norman fait des vidéos, on est des entrepreneurs. Donc le but, c'est de faire du chiffre, de vendre. Donc voilà, donc c'est cool en termes de preuve sociale, mais attention, faut pas non plus chercher trop large parce que après on se retrouve avec des gens qui nous intéressent pas. Donc, voilà, je ne dis pas que c'est forcément la solution à faire. Moi, aujourd'hui, en 2020, 2021 et les années à venir, je recommande vraiment d'avoir une compétence et de la développer sur YouTube et tout simplement voilà, de chercher à aider son audience, quitte à progresser de façon très, très lente. Mais nichez-vous et soyez un expert dans ce que vous faites. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et voilà, attention à ce genre de grosses hacks, c'était cool en 2017. En 2020, il faut vraiment être vu comme un spécialiste et pas comme un faiseur de buzz, on va dire. Yes. Et justement, ça me fait rebondir à une question. Tu disais, nous, on est là pour vendre des choses. Alors, est-ce que tu aurais des idées de business model sur YouTube? Alors, on sait que la monétisation, voilà, c'est pas quelque chose qui ramène beaucoup. En termes de business model sur YouTube, c'est quoi? C'est de la vente de formation le plus souvent, ou tu as d'autres idées comme ça de business model qu'on peut mettre en place? Alors, j'avais fait une vidéo assez récemment que les gens pourront aller voir. Je crois que je l'avais appelée 14 façons de monétiser sa chaîne YouTube. Donc, j'avais été assez loin vraiment dans les façons de faire du biz sur YouTube. Il y a énormément de façons. La plus simple aujourd'hui, c'est clairement la vente de formation, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'infoprenariat. Voilà, c'est-à-dire parce que c'est le business model le plus rentable. Parce que tu n'as pas de problématique de stock, tu as très peu de dépenses.
pour gérer ton écosystème économique, on va dire. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus rentable. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui tentent de faire des formations. Mais donc, attention à ne pas faire non plus des formations trop généralistes. Encore une fois, il faut vraiment répondre à un besoin qui existe et qui est répondre à une demande. Donc, c'est ce que je conseillerais aujourd'hui le plus pour des gens, n'importe quelle thématique. On peut être dans on s'adresse à des développeurs, mais alors si on part sur le développement, alors moi je suis pas du tout un expert, je suis pas développeur, codeur, mais j'imagine qu'il y a aussi des niches dans le développement. Je pense par exemple à mon cas. Moi, je suis ce qu'on appelle media buyer, c'est-à-dire que voilà, j'achète du trafic en gros sur YouTube Ads essentiellement. Parfois, j'ai des trackings à faire, des trackings très compliqués parce qu'on traque les ventes, on traque les conversions. Il y a des trackings qui sont vraiment compliqués et ça m'arrive d'avoir besoin de faire appel à des développeurs que je trouve sur des sites de freelancing. Et il y a beaucoup, j'en ai contacté pas mal, des spécialistes de Google Ads, de Facebook Ads, et il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de faire ça. Donc ça serait par exemple une niche à trouver dans le développement. Je suis sûr que pour un développeur, ce n'est pas très compliqué de faire ce genre de tracking. Voilà, donc ça c'est juste une niche. Je vais un peu au-delà de la question. Mais pour revenir à la question initiale, voilà, faut pas, parce qu'on voit souvent la monétisation YouTube avec AdSense notamment, c'est-à-dire voilà, les fameux 1000 vues, 1 euro en gros à l'époque c'était ça, maintenant c'est plus trop ça, mais à l'époque c'était ça. Faut pas voir ça. Faut vraiment voir YouTube comme un canal, un levier de business en fait, et vendre vos produits, trouver vos clients. Et tout simplement, faut voir YouTube comme la meilleure source. Enfin, la meilleure façon de générer du trafic, parce qu'en fait, sur YouTube, c'est ultra simple par rapport aux autres plateformes de rediriger les gens. Tu vois, sur Instagram, la seule façon de rediriger les gens, c'est via la bio. C'est la seule façon. Sinon, tu as le swipe sur les stories, mais il faut avoir 10 000 abonnés, je crois. Donc, voilà, c'est pas tout de suite. Sur YouTube, tu peux avoir 0 abonnés et commencer à rediriger les gens sur chaque vidéo, via la description, via les fiches, via les écrans de fin, enfin, via plein de choses. Donc, pour moi, YouTube, c'est la meilleure façon de rediriger les gens. C'est pour ça que c'est le meilleur vecteur de business pour moi, le meilleur canal d'acquisition. Donc, il faut être sur YouTube. C'est super. Ça marche. Est-ce que tu aurais des petits conseils, enfin, pas des conseils, mais des outils pour les personnes qui se lancent? Alors, on ne parle pas encore de YouTube Ads, mais plutôt YouTube en général, peut-être des outils pour quelqu'un qui crée sa chaîne. Est-ce qu'il y en a déjà? J'imagine qu'il y en a pas mal et j'imagine que tu en as peut-être quelques-uns à recommander. Alors, dans un premier temps, Ouais, en YouTube, il n'y a pas besoin d'outils pour commencer. Honnêtement, à part une caméra de bonne qualité, mais maintenant, en principe, on a un smartphone, on a une caméra de qualité correcte, donc c'est suffisant. Un micro, c'est très important quand même, parce que les gens sont attentifs au son. Après, si on veut aller un peu plus loin, il y a un outil qui s'appelle TubeBuddy, que pas mal de gens connaissent sur YouTube. Alors, il y a TubeBuddy et l'autre, c'est quoi déjà? vidIQ, je crois. C'est la même chose, plus ou moins la même chose, c'est deux concurrents. Moi, j'utilise TubeBuddy. Il y a plusieurs formules. Il y a une formule de base gratuite donc pour tester. Ça peut être bien pour accélérer un petit peu sa croissance, pour rechercher des bons mots-clés notamment. Ça reste un petit outil un peu gadget entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas indispensable. Ce qui compte avant tout sur YouTube, c'est vraiment la créativité, les codes à adopter. Donc voilà, les outils pour moi, c'est pas indispensable dans un premier temps. Il faut vraiment comprendre dans un premier temps comment fonctionne l'algorithme. Donc, maximiser le watch time, intéresser les gens. Le but sur YouTube, c'est de faire ami-ami avec l'algorithme et le meilleur moyen, c'est de maximiser ce qu'on appelle le session watch time. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme Netflix, YouTube. Netflix a bien compris le truc, c'est-à-dire que vous finissez un épisode sur Netflix, hop, il vous propose un épisode de suite, dans les 10 secondes. Donc, tu es presque obligé de le regarder. Et de même, l'algorithme, il va te proposer les meilleurs contenus, les meilleures vidéos, les meilleures séries en fonction de ce que tu regardes déjà. YouTube, c'est un petit peu la même chose. Donc, ça va être intéressant de maximiser ce session watch time, c'est-à-dire plus les gens vont être sur ta chaîne, plus grâce à toi, en fait, les gens vont rester sur YouTube, plus tu vas être mis en avant. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as tout compris sur YouTube. Et donc, après, c'est des petites astuces, des petits tips à mettre en place. Mais c'est important de comprendre ça. Et en gros, plus tu feras venir les gens sur ta chaîne, plus tu seras mis en avant, plus tu seras récompensé. Ouais. Mais comment tu fais justement pour le session watch time? Parce que je comprends pour le watch time, c'est-à-dire pour une vidéo en particulier, mais pour le session watch time, comment tu fais pour que les gens restent finalement sur ta chaîne et partent pas sur d'autres chaînes? Alors, ça, on n'a pas le contrôle dessus en tant que YouTuber, entre guillemets.
Tu as plusieurs outils pour le coup intégrés à YouTube qui te permettent de faire en sorte que les gens restent sur ta chaîne. Je vous conseille d'aller voir le youtubeur, entre guillemets, Victor Ferry, qui est Ouais. lui, pour le coup, spécialiste en rhétorique. Alors, on en pense qu'on veut de lui, de sa personnalité, etc. Mais en termes de YouTube growth, on peut dire il est excellent. C'est un des meilleurs en ce moment Ouais, sa dans le chaîne a game, on va dire. explosé là Donc, ces mais derniers mois, ça a incroyable. explosé. Ouais, ouais, j'ai vu ça. C'est un truc de fou, alors qu'il parle de rhétorique. Tu peux te dire, bon, ça, c'est chiant potentiellement pour beaucoup de gens, la rhétorique, mais le mec, il joue super bien là-dessus. Et en gros, un exemple qu'il utilise pour augmenter ce fameux session watch time, c'est à chaque fois quand il est sur le point de finir une vidéo, il te dit pas, bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye bye, à la prochaine. Il t'engage en fait à regarder une autre vidéo. Il te dit, voilà, je t'ai expliqué le concept que j'ai développé dans cette vidéo. Par contre, c'est pas tout. Si tu vas aller au-delà, je t'invite à regarder cette vidéo et tu sais, à la fin tu peux mettre des liens en fait, ce qu'on appelle les écrans de fin, à la fin de chaque vidéo YouTube. Il te redirige vers une autre vidéo et il est tellement bon dans le marketing que tu te sens presque obligé d'aller voir cette vidéo pour vraiment aller au bout du concept. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire en sorte que les gens vont voir une, deux, trois, quatre, cinq vidéos de suite de lui. Et là, YouTube est fan, quoi. Tu vois, Et YouTube c'est adore vrai ça, et que c'est pour ça que ce mec a été propulsé. Et c'est vrai que je me suis déjà fait embarquer une fois rentré dans sa chaîne. Et parfois, c'est vrai que tu t'enchaînes comme ça ces vidéos. Donc finalement, pour un call to action, un appel à l'action en fin de vidéo, tu recommanderais plutôt un abonnement à la chaîne. Moi, finalement, je suis assez classique là-dessus. Je veux dire, à la fin de chaque vidéo, je préconise de s'abonner à la chaîne. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal finalement d'enchaîner sur une autre vidéo, de faire du teasing sur une autre vidéo ou d'en parler finalement. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je recommanderais. C'est pas tant le fait de s'abonner. Alors, tu peux le dire au début, hein, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. C'est bon, c'est toujours, voilà, c'est classique. Mais ce qui marche vraiment aujourd'hui, c'est le watch time, le session watch time. Et d'où l'intérêt, en fin de vidéo, de dire hop, 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 attends, c'est pas fini, j'ai quelque chose, j'ai une partie 2 ou j'ai quelque chose à te proposer. Donc, clique sur cette vidéo et là, tu vas accumuler des minutes, des heures de visionnage supplémentaires. Et c'est vraiment ça que YouTube recherche avant tout. Parce qu'il faut voir la dynamique, en fait, la logique capitaliste de YouTube. YouTube, c'est pas une association loi 1901. C'est un business, c'est une entreprise. Et son but, c'est de générer du cash, du pognon. Et il fait essentiellement via la pub. Et plus les gens regardent de contenu sur YouTube, plus potentiellement les gens vont cliquer sur les annonces. Donc, plus ça va générer de l'argent pour YouTube. Donc, c'est dans sa logique, en fait. C'est pour ça que c'est aussi bien de faire des contenus longs. Sur des contenus longs, tu as plus de chances d'avoir des pubs et les gens ont plus de chances de cliquer. Donc ça, YouTube adore. Donc si on veut réussir sur YouTube, il faut se mettre en fait, voilà, encore une fois, il faut être copain avec l'algorithme de YouTube et savoir comment il fonctionne. Cool. Peut-être que je vais finalement changer un peu mon dernier call to action en fin de vidéo. D'ailleurs, tu parlais de monétisation. J'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai. Alors je crois qu'à l'époque, il fallait avoir à peu 1000 abonnés pour pouvoir activer la monétisation sur sa chaîne Facebook. Et j'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai, que maintenant donc YouTube allait monétiser même les chaînes qui sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas activé la monétisation sur leur chaîne. Est-ce que c'est une rumeur? T'en as entendu parler? Alors, j'ai entendu ça. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop été vérifié. Il faudrait creuser, mais j'ai entendu ça effectivement. Moi, je suis quand même aujourd'hui plus dans le YouTube Ads, moins dans le YouTube d'AdSense. Apparemment, ça reste à confirmer quand même. D'accord. Mais apparemment, c'est le cas, ouais. Okay. Sachant que oui, jusqu'à aujourd'hui, enfin depuis 2013-14, je sais plus exactement, il fallait 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois et faire une demande. Et il fallait que ça soit validé. Il fallait pas juste ça, il fallait faire une demande validée par la suite. C'était pas forcément validé, parce que ça dépend de ton contenu aussi. Apparemment, là, on dit que ça serait potentiellement accessible à tout le monde. D'accord. Ok, non mais moi ça allait même au-delà de ça. Ça allait en fait que c'est même pas que ça serait accessible, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas activé la monétisation ne toucheraient pas l'argent de la publicité, mais YouTube propulserait, enfin présenterait, mettrait en avant en fait des pubs. Et après c'est à confirmer, je pars peut-être sur un sujet qui dépasse un peu mes compétences. Je voulais enchaîner sur. T'as commencé YouTube. Quelle année à peu près? C'est ta première chaîne, Bastien Devaux? Non, j'ai deux autres chaînes. C'était des chaînes alors qui m'ont rapporté quasiment rien. C'était plus pour le fun. Mais ma première vidéo YouTube,
Alors, je me montrais pas encore à l'époque, ça date de 2015, je dirais, août 2015 exactement. En fait, c'était une chaîne de blind test, c'est un truc tout con. Ah, Avec mes sympa. frères, on adore la musique et on s'était dit, il n'y a pas de chaîne de blind test, il y a des vidéos de blind test. Voilà, pour se marrer, on va faire une chaîne de blind test. Une chaîne qui existe toujours, hein, mais alors il y a plein de trucs de bloqués maintenant à cause des droits, mais qui s'appelle The Blind Brothers. Et voilà, donc c'était ma première expérience sur YouTube, donc ça a déjà, voilà, 2015. Après, j'ai fait une chaîne qui s'adressait aux Indonésiens, parce que je vivais en Indonésie. J'ai eu beaucoup de contacts avec l'Indonésie. J'y ai été plusieurs fois, j'y ai habité. Selamat pagi. Selamat pagi, exactement. Tu parles bahasa un peu? J'ai oublié parce que alors c'était en 2017 que j'habitais en Indonésie. J'ai quasiment pas pratiqué depuis. Donc honnêtement, ouais, je suis capable d'avoir des petites conversations, mais ok. Et ouais, le bahasa, bon, c'est loin tout ça, c'est loin. Selamat pagi, terima kasih, ouais, nasi goreng. Voilà. Et ma deuxième chaîne, c'était vraiment lié à l'Indonésie, mais pas monétisé du tout. Voilà, c'était vraiment pour le fun comme ça. Mais c'est quoi? C'était du voyage? Cette chaîne, c'était du voyage, c'était du divertissement, du fun. Je parlais un peu de la culture française, etc. C'était vraiment pour les Indonésiens. Je parlais en indonésien avec un très mauvais indonésien. Ah, et ça a bien pris parce que ouais, je parlais en indonésien parce que c'est pour les Indonésiens. Ah, d'accord. Mais je galérais un peu, c'était un peu de la merde ce que je disais. Mais ça a bien pris parce que j'étais le seul, en tout cas, un des seuls Français francophones à faire ça. Et voilà, donc je suis plus présente sur cette chaîne depuis peut-être 3 ans, tu vois, et j'ai tout le temps de gens qui me demandent ah, tu fais quand des vidéos et tout, et il faudra que je finisse par bloquer cette chaîne parce que ça me pollue un peu. Mais bon, voilà. C'est vrai que là, en termes en termes de niche, là, un Français qui parle d'Indonésie en indonésien, en parlant indonésien, c'est vrai que là, sur la niche, tu ne dois pas avoir beaucoup de concurrents là-dessus. Ah bah là, j'avais fait peur. Donc l'idée, c'était de monétiser cette chaîne de façon un peu hard, c'est-à-dire d'en faire un vrai business. Mais en fait, après, je suis parti sur le web marketing, sur le making money, et tu peux pas tout faire non plus. Donc, je me suis vraiment focus sur les Français, les francophones, et voilà. Donc, toujours avoir une niche, mais une seule niche. Tu penses à une deuxième niche quand tu es bien rodé sur la première, quoi. Yes. Et je me suis vraiment mis sur ma chaîne là de YouTube Ads. Alors, pendant longtemps, j'ai pas fait du YouTube Ads. Hein. C'était vraiment du web marketing généraliste, on va dire. Je me suis niché que assez récemment, finalement. Et voilà, j'ai commencé cette chaîne début 2017, je crois, de mémoire environ. Et je suis moins actif maintenant parce que j'ai beaucoup de travail, beaucoup de clients, vraiment du done for you quoi, que je fais. Donc, je suis moins actif, mais il faut que je refasse beaucoup de vidéos là. Mais voilà, donc, comme quoi, toi comme moi, on est des exemples qui prouvent que c'est possible de faire un vrai business autour de sa chaîne YouTube. Yes. Cool. Eh ben, j'aimerais avancer un peu sur le sujet un peu plus freelancing, c'est-à-dire vraiment qu'on parle un peu plus. Là, on va pas parler aux personnes qui veulent créer juste des chaînes YouTube de développeurs, mais plus vraiment pour les freelances, ceux finalement qui vendent, je sais pas, des prestations, que ce soit de la vente de sites web, d'applications mobiles ou même du consulting. Est-ce que tu penses qu'une stratégie YouTube soit adaptée? Je veux dire, une stratégie YouTube et YouTube Ads, les deux, et même peut-être une question un peu complémentaire, c'est doit-on forcément faire les deux, c'est-à-dire si tu veux faire du YouTube Ads, est-ce que tu dois faire du YouTube ou est-ce que c'est indépendant? Alors, je recommande fortement d'avoir une chaîne organique qui fonctionne avant de faire du YouTube Ads. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Une raison très simple à ça, c'est que, alors on va parler un petit peu media buying, il y a ce qu'on appelle des audiences de remarketing. Alors, remarketing, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement le fait de capturer des audiences en fonction des interactions que les gens ont eues avec votre site web en principe. Et le media buying, excusez-moi, je te coupe pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. C'est la publicité tout simplement. On appelle media buying, c'est le terme pour dire publicité dans le jargon. Ouais, c'est le jargon, c'est la publicité en ligne. Voilà, l'achat de trafic, on peut dire aussi. Et du coup, pour revenir sur le remarketing, en gros, c'est le fait de recibler des personnes qui ont déjà eu une interaction, donc généralement avec ton site web. Les gens qui ont visité telle page, les gens qui ont cliqué sur tel bouton, tu vas pouvoir capturer ces audiences et les retargeter, les remarketer, c'est la même chose plus tard dans l'avenir. Donc, c'est du trafic chaud, du trafic qui te connaît, donc ce sera beaucoup plus simple à convertir. Et l'avantage d'avoir une chaîne YouTube, c'est que tu peux faire la même chose, mais avec les interactions que tu as sur ta chaîne YouTube. C'est-à-dire que tous les gens qui ont liké une vidéo, qui ont vu une vidéo, qui se sont abonnés, qui ont partagé une vidéo, qui ont ajouté une vidéo à une playlist, tu vas pouvoir les capturer dans une audience et les réutiliser cette audience dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Même si tu n'as pas encore à l'esprit de faire de la pub,
c'est toujours ça de gagner en fait, et c'est des audiences que tu pourras réutiliser quand ton business sera prêt ou quand tu auras une nouvelle prestation, etc. Et l'avantage, c'est que c'est des gens qui te connaissent, donc c'est bien plus facile de convertir des gens qui te connaissent que d'aller chercher des audiences froides, des gens qui te connaissent pas, c'est qui ce mec qui sort d'où, tu vois. Donc je recommande. En fait, la règle, et là c'est vraiment une pépite que je donne là aux auditeurs, c'est le jour où vous créez votre chaîne YouTube, vous créez en parallèle vos audiences de remarketing. Donc, tu as 99% des gens qui le font pas. C'est normal parce que c'est pas, voilà, on ne pense pas, c'est pas, voilà. Donc, tu vas me faire le plaisir dès ce soir d'aller faire tes audiences de marketing. Ça a été fait. Ça a été fait grâce à toi. Parce qu'en fait, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, oh là là, attends, qu'est-ce que je fais? Alors, j'avais pas prévu de faire de pub YouTube, de YouTube Ads tout de suite. Mais je me suis dit, j'ai regardé parce que ça m'intéresse quand même. Et je me suis dit, bon, allez, ça va me prendre 2 minutes. Je vais suivre ce que Bastien nous dit. Et finalement, j'ai fait mes audiences de remarketing et elles tournent depuis peut-être 5-6 mois. Donc, du coup, si jamais je veux faire du YouTube Ads, et ben, je suis ready grâce à toi. D'ailleurs, je mettrai peut-être le lien vers cette vidéo qui m'a été très utile. Ouais, bah tu pourras. Le principe, c'est que tu peux maintenant contacter entre guillemets via la pub des gens qui te connaissent, quoi. Et ils se diront, ah bah c'est Mike, c'est cool. Et ils se diront pas, si c'est un mec qu'ils connaissent pas, c'est qui ce gars que je connais pas là, tu vois. La perception n'est pas la même. Donc la règle, c'est vous créez une chaîne YouTube, vous créez vos audiences de remarketing en parallèle. C'est pas compliqué, effectivement. Je vous invite à aller sur ma chaîne, vous tapez Bastien Devaux. Remarketing, vous tombez sur cette vidéo et je vous explique comment faire. Il faut juste un compte Google Ads et lier votre chaîne YouTube à ce compte Google Ads et créer vos audiences. C'est assez simple, mais c'est la règle d'or pour tous les gens qui sont sur YouTube parce qu'en fait c'est pas rétroactif. Ok, c'est-à-dire que si vous créez votre chaîne YouTube et que 6 mois après vous créez vos audiences, vous pourrez pas récupérer les données accumulées des 6 derniers mois. C'est rétroactif que sur 30 jours. D'où l'intérêt de les faire le plus tôt possible. Voilà, c'est mon conseil pépite de la journée, on va dire. Ouais, c'était un beau conseil. Alors concrètement, si on prend le cas disons un freelance ou quelqu'un qui vend par exemple, je sais pas, qui a son site internet pour présenter ses prestations et qui aurait par exemple une chaîne YouTube associée, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement faire du remarketing comme tu disais? Alors sur YouTube, on active comme tu as dit le remarketing et sur le site web, qu'est-ce qu'on fait? On installe Google par exemple Analytics ou quelque chose comme ça qui va permettre de retargeter les gens qui sont venus se balader sur le site et en même temps les gens qui ont visité la chaîne, qui ont interagi, qui ont mis des likes, qui ont mis les vidéos en playlist, etc. C'est comme ça que ça se passe concrètement pour les personnes qui voudraient se lancer. Ouais, c'est ça. Exactement, tu as 2 aspects du remarketing. Enfin, tu en as 3, mais tu en as 2 essentiellement qu'on va utiliser sur YouTube Ads. La chaîne YouTube et le site web. Donc, de même, c'est pas très compliqué. Sur le côté site web, il faut juste installer un tag. En fait, c'est comme le pixel Facebook pour ceux qui connaissent. C'est juste un petit bout de code à mettre sur son site. Un code de remarketing. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, la façon à l'ancienne, c'est celle que je décommande fortement. Quoique pour les développeurs, c'est peut-être pas un problème, mais c'est de coder directement sur son site. Ça, je recommande pas parce que ça peut être compliqué. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont vraiment peu de connaissances en code. Ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est plus recommandé, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Google Tag Manager. C'est un outil développé par Google et qui permet en fait d'agréger tout un tas de balises de tracking sur le même outil, Google Tag Manager, et sans avoir à coder sur son site. Parce que ça peut être un peu compliqué parfois d'avoir 36 000 bouts de code, le pixel Facebook, le pixel Google, tu as le pixel LinkedIn, tu as plein de pixels comme ça. Il restera toujours un pixel à installer avec le Google Tag Manager. Oui, alors tu as juste à installer en fait le tag Google Tag Manager. Tu as un petit bout de code à mettre dans le head et un petit dans le body. Et tu as juste ça à faire. Et ensuite, tu peux agréger tous tes tags, toutes tes balises ou tags, comme on veut, au sein de Google Tag Manager. Et c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est fait pour les non-développeurs, Google Tag Manager. Donc, c'est très, très facile. Pour un développeur, je ne pense pas que ça posera de gros soucis. Mais voilà, Google Tag Manager, c'est vraiment fait pour monsieur tout le monde. C'est ultra simple à utiliser. Et on peut agréger plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs sites. Si par exemple, on a des sites, je sais pas, un WordPress, puis à côté, on a un ClickFunnels ou un autre outil de marketing, ça fonctionne. On peut agréger différents types de sites et c'est la même audience finalement. D'accord. Ouais, tu peux mettre plusieurs Google Tag Manager, plusieurs tags de Google Tag Manager sur différents sites. Si tu peux faire ça, si tu as un ClickFunnels, un WordPress, il suffit juste d'activer ce qu'on appelle le cross-domain tracking, parce que c'est des noms de domaines différents, mais ce n'est pas très compliqué à faire. Et ensuite, tu pourras effectivement mixer tous tes sites si tu en as plusieurs. C'est tout à fait d'accord.
Ok, et je vais un peu dans les détails techniques, mais ça se fait plutôt donc dans le système, donc dans le Google Ads, dans le Google AdWords ou dans l'interface de YouTube ou dans le Tag Manager ou dans l'Analytics, parce que tu sais, en fait, quand tu démarres dans ce truc, tu Alors as ouais. Google Analytics, le Tag Manager, le AdWords, le YouTube, et bah, je pense que peut-être les personnes qui nous écoutent sont un peu perdues en termes Alors d'ordre. ouais, c'est super galère. Alors bon, je vais essayer de dire ça de façon assez simple. YouTube, il y a pas besoin d'aller sur YouTube. YouTube, il y a juste besoin de lier sa chaîne YouTube à Google Ads. Alors, tu dis Google AdWords, maintenant ça s'appelle Google Ads, mais c'est la même chose, ok, on appelle ça Google Ads maintenant. YouTube, c'est tout. Ensuite, pour tout ce qui est remarketing, tout ce qui est tracking des conversions, donc tracking des conversions, c'est-à-dire on va traquer les prospects, on va traquer les ventes, etc. Ça, c'est vital en publicité. Ça peut se faire de plusieurs façons. Soit soit on code directement sur son site, on met ce qu'on appelle des codes événements, c'est-à-dire les personnes, par exemple, qui arrivent sur la page de confirmation de commande, eh bien, on va placer un petit tag, ça déclenchera en fait une vente. Enfin, voilà, on dira ça c'est une vente, donc je déclenche un tag. Donc ça, c'est pas la méthode que je recommande. Soit on utilise Google Tag Manager, donc du coup pour agréger tous les pixels et pour on peut créer dans Google Tag Manager des actions de conversion, les ventes, les prospects, etc. Donc là, c'est vraiment très simple. En gros, on dit voilà, je crée une conversion qui s'appelle vente, qui a comme valeur 50 euros, 50 dollars, et qui est déclenchée par tel déclencheur. Donc le déclencheur, ça peut être si cette URL est visitée. Ou alors, on le voit dans le cas des funnels, souvent, tu as la page de checkout, tu payes, tu rentres tes infos bancaires. Et la page d'après, c'est ce qu'on appelle une page d'upsell. Donc ça, c'est très fréquent en remarketing sur les funnels de conversion. Et là, en général, c'est juste un clic sur bouton. Tu vois, tu cliques sur un bouton, oui, je veux ce produit, ajouter ce produit à ma commande. Donc là, on va pouvoir faire le déclencheur, ça peut être un clic sur bouton, tu vois, ou alors sur l'idée du bouton, sur la classe. Enfin, après, il y a plusieurs façons. Donc ça, c'est très simple à faire avec Google Tag Manager. Et après, tu as une autre solution, c'est Google Analytics. Donc là, tu peux créer aussi des actions de conversion directement depuis Google Analytics. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, parce que tu as plein de façons et les gens sont paumés, quoi, c'est normal. Et en fait, là, l'idée, ça va être de créer ces audiences sur Google Analytics et ces actions de conversion sur Google Analytics. Alors, sur Google Analytics, ça s'appelle des objectifs. Donc, en plus, le vocabulaire n'est pas le même. C'est une galère pas possible. Et en fait, tu vas devoir tout simplement les importer parce qu'il faut faire le lien entre Google Analytics et Google Ads. Donc, tu vas tout simplement les importer sur Google Ads. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est tout simplement d'utiliser Google Tag Manager et de créer mes actions de conversion sur Google Tag Manager. C'est ce qui est le plus simple. En tout cas, pour les gens qui ont peu de connaissances là-dessus. C'est ce qui est le plus simple. Et pour des personnes qui utiliseraient peut-être des CMS type Shopify, PrestaShop ou quoi, parfois c'est presque déjà plus ou moins codé. Je veux dire, les conversions sont déjà faites, le panier, l'achat, etc. Tout ça. Non, ouais. C'est déjà préconçu. Ouais, ils ont des modules ou des plugins dédiés qui permettent de faciliter, comme sur WordPress d'ailleurs. Tu télécharges en fait un plugin Google Tag Manager. Tu as juste à mettre, je crois, ton code Google Tag Manager, tu vois, ton ID. Et en gros, 80% du travail est fait, quoi. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir des lignes de code à foison. Maintenant, c'est quand même bien fait parce que tu as pas mal d'e-commerçants. Les e-commerçants ne sont pas censés savoir coder aujourd'hui. On est en 2020. Voilà, font chacun son métier. Donc maintenant, tout est facilité pour que le tracking se fasse bien et assez facilement. Il faut juste suivre des tutos sur YouTube et c'est assez facile en principe. Yes. Donc toi, tu recommanderais, avant de lancer, disons, les premières étapes pour lancer une pub sur YouTube Ads, la première étape, c'est pas de créer une pub et allez, on y va, c'est plutôt donc d'installer les pixels, faire la configuration, etc. Et ensuite, si concrètement tu veux faire donc une pub, on n'a pas de limitation, enfin il n'y a pas de minimum d'abonnés, donc tout le monde peut commencer. C'est quoi les étapes pour faire sa première pub là sur YouTube? Disons quelqu'un qui nous écoute, il dit bon allez ça y est, je me lance, j'ai installé mon pixel, je commence à récupérer de la data. Voilà, qu'est-ce que je fais après? Comment je crée une pub? Est-ce qu'il y a des patterns, enfin pas des patterns, mais des exemples de pubs? Comment ça se passe concrètement pour faire? Alors, dans un premier temps, alors c'est vrai qu'il faut voir ça étape par étape. Un bon manager de publicité, il verra tout l'écosystème. Il verra pas que la pub. Tu vois, faut voir vraiment la globalité. Donc, faut voir son site, faut voir sa landing page, sa page d'atterrissage après la pub. Faut voir si ton offre a converti. Donc, c'est bien avant de faire de la pub de voir si ça convertit en organique, quoi. C'est important parce que t'en as qui veulent faire de la pub directe sans avoir l'assurance que ça marche, en fait, qu'il y ait une demande derrière ou que l'offre. Donc ça, c'est très important vraiment de voir la niche.
son offre, la solution qu'on apporte au problème de son client, la concurrence, très important aussi, étudier la concurrence. Donc tout ça, c'est à voir en amont avant de penser à la pub. C'est très très important. Après, une fois qu'on est calé là-dessus, une fois qu'on vraiment on arrive à la pub, une fois que toutes nos audiences de remarketing sont faites, voilà, etc. La pub, c'est quelque chose de pas facile, notamment sur YouTube, parce que c'est de la vidéo. C'est aussi une opportunité parce que tu en as beaucoup qui sont bloqués, qui se disent bon, c'est trop compliqué, c'est de la vidéo, je laisse tomber. Tu vois, et qui vont sur Google Search ou sur Facebook Ads parce que c'est beaucoup plus simple. Facebook Ads, tu mets une photo, tu mets un texte et c'est bon, quoi. Sur YouTube, tu as la vidéo, donc c'est un gros blocage pour beaucoup de gens. Ce qui marche le mieux, ce qu'il faut prendre en compte dans la publicité sur YouTube, c'est donc tu as deux formats d'annonces qu'on va utiliser dans 90% du temps. C'est le format Discovery. Alors, le format Discovery, c'est quoi? C'est tout simplement une miniature qui va s'insérer dans vos résultats de recherche lorsque vous tapez sur YouTube ou alors dans la barre de suggestions sur la droite. Ça, c'est une pub qui va s'insérer en tant que miniature. Et c'est pas une vidéo, donc. C'est une vidéo, mais c'est une vidéo. En fait, c'est une vidéo, mais comme si c'est une vidéo sous forme de miniature. C'est-à-dire, imagine, tu tapes une requête, tu tapes, je sais pas, comment coder sur ta barre de recherche, tu tapes comment coder, voilà. Tu as tout un tas de résultats donc sous forme de miniatures qui apparaissent. Et si quelqu'un a placé une publicité, par exemple, parce que tu peux cibler par mots-clés, en fonction de ce que recherchent les gens, tu vas potentiellement avoir une annonce qui apparaît sous forme de miniature. Et ça, c'est le format Discovery. On appelle le format Discovery. C'est-à-dire que c'est… Et du coup, je fais le parallèle à ça. L'autre format le plus utilisé, et là, ça va être dans 80-90% des cas, si vous comptez faire du YouTube Ads, si vous comptez vendre notamment, c'est le format qu'on appelle le format in-stream désactivable. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi le pré-roll. C'est le format d'annonce qui se lance quand tu lances une vidéo. Peu importe la vidéo, tu lances une vidéo, il y a une publicité qui se lance, ça, c'est du in-stream désactivable. C'est-à-dire que tu peux désactiver au bout de 5 secondes. Voilà, donc ça, c'est pour faire la différence entre les deux. Discovery, c'est… Tu dois cliquer sur la miniature pour que la publicité se déclenche, ok. Et l'in-stream désactivable, ça se déclenche quoi qu'il arrive. La publicité arrive, voilà, t'as pas le choix. Donc c'est beaucoup plus intrusif, c'est beaucoup plus pénible en termes d'expérience utilisateur parce que on t'impose en fait une publicité. C'est là qu'il faut être bon en fait. C'est là que c'est compliqué et c'est là qu'on va parler de hook, d'accroche en fait. Et c'est là qu'il faut être bon en accroche parce qu'en gros, tu as 5 secondes pour que la personne ne clique pas sur l'annonce. Donc, tu as vraiment, faut vraiment être rapide. Tu as 5 secondes, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre. Tu as 5 secondes pour convaincre la personne d'aller un peu plus loin dans la vidéo. Donc, c'est là qu'on parle de hook, d'accroche. Et alors, c'est là qu'on va pouvoir parler aussi de tout ce qui est pattern interrupt. Pattern interrupt, c'est le but d'une pattern interrupt, c'est de casser le flux de pensée, le flux de pensée qu'a une personne au moment où elle lance une vidéo sur YouTube, ok, parce que personne ne veut voir une publicité, on est d'accord. Tout le monde a envie de skipper l'annonce. Donc, l'idée de la pattern interrupt, ça va être de faire en sorte que la personne oublie la vidéo qu'elle était venue voir à la base. C'est ça la puissance d'une bonne pattern interrupt. Quelque chose qui est très important et qui est indispensable, donc autre pépite que je balance, sur YouTube, notamment sur le format in-stream que vous utiliserez dans la plupart des cas, les 29 premières secondes sont gratuites. Donc, en fait, tu as deux façons sur YouTube d'être facturé. La première, c'est lorsqu'une personne clique, mais en général, c'est bon signe, ça veut dire que la personne est intéressée par ce que tu as proposé. Et la deuxième façon, c'est si une personne regarde au moins 30 secondes de la vidéo. C'est-à-dire que les 29 premières secondes sont offertes, sont gratuites. Donc, c'est là qu'il va falloir être futé, stratège et se dire, OK, donc j'ai 29 secondes, donc j'ai 5 secondes pour faire en sorte que la personne aille un peu plus loin que le bouton Skip Ads. Et j'ai 29 secondes pour, d'une part, attirer les personnes qui correspondent vraiment à ma cible et d'autre part, exclure les personnes qui n'ont rien à cogner de ce que je raconte. Parce que sinon, je vais payer. Ouais, et qu'est-ce qui se passe au bout des 30 secondes? La pub continue en fait, mais tu seras juste facturé en fait. Mais exactement. La pub continue, mais tu seras facturé. Tu seras facturé, comme si la personne avait cliqué. C'est pour ça que, d'une part, faut faire des vidéos d'au moins 30 secondes, parce que sinon tu perds un peu ce bonus entre guillemets gratuit. Faut éviter de faire des vidéos de 15 secondes, quoi. Et il faut vraiment prendre cette dimension, ce que j'appelle la stratégie d'exclusion-attraction. Tu as 29 secondes pour exclure les personnes qui ne t'intéressent pas et attirer les gens qui vont potentiellement acheter ou convertir ou devenir ton prospect. Enfin, voilà. D'accord. Faire l'action que tu attendais en tout.
très clivant dès le départ. Ça serait par exemple si je faisais une pub Ouais. pour MyCoder, ça serait tout de suite vous êtes développeur front-end React.js, Exactement. très JDK, ceci peut vous intéresser, etc. Et là, Ah bah, là, voilà. clairement, tu qualifies. Tu qualifies et tu disqualifies dès le début. Donc, tu peux être sûr. Alors, parfois, tu as de la perte. Hein. Tu as bien sûr de la perte. Par exemple, quelqu'un qui écoute de la musique sur YouTube en prenant sa douche, bah, ton Ouais. annonce va défiler et la personne ne va pas venir. Tu vois que voilà. Mais voilà, tu as forcément une perte. Tu as aussi les haters qu'il faut prendre en compte. Tu as des gens qui spontanément vont cliquer sur ton annonce juste pour t'emmerder parce qu'ils Ah ouais. savent que tu vas payer. Faut prendre en compte. Non, mais bah, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Mais clairement, cette stratégie de vous êtes développeur, machin, 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 et là tu parles de ton offre, de tes bénéfices, etc. Là, c'est bien parce que tu qualifies, tu disqualifies automatiquement, quoi. Donc voilà, c'est une bonne Ok. stratégie. Après, Et, je vais un peu au-delà. Ce qui est important, ça va être de faire plusieurs pubs, de split tester les pubs. Parce que tu peux pas te baser que sur une pub. Tu vois, tu vas tester, donc tu peux avoir 2, 3 pubs que tu vas faire tourner en parallèle. Et au bout de X semaines, bah, tu pourras dire, OK, donc cette pub, elle marche clairement mieux, elle m'apporte plus de ventes, elle m'apporte plus de contacts. Donc, c'est elle que je vais mettre plus en avant. Donc, et les deux autres, bah, je vais peut-être éventuellement les squeezer, quoi. Tu D'accord. Je vois. voulais revenir un peu sur le pattern interrupt qui est assez intéressant puisque c'est vrai qu'en règle générale, on a tendance, comme un réflexe, tu sais, à attendre là pour cliquer sur skip. On n'en peut plus, on attend les Ouais. 5 premières secondes, c'est limite un réflexe. Et c'est vrai que c'est pas, à mon avis, ça doit être la chose presque la plus dure de la pub. Moi, j'ai vu un mec l'autre fois qui m'a presque interrupté. Je sais pas si on peut dire ça. Le OK. mec était en costard dans une piscine et il a commencé à me parler. Alors, c'était en anglais. Et là, je me suis dit, ah. Tiens, et là, je pense qu'il a réussi à me dire, À te je sais hooker, pas, quoi. à Ouais. me hooker, ouais. Est-ce que tu aurais En d'autres, anglais, on dit hooker, quoi. ok, Ouais, d'accord, c'est crocheter, quoi. crocheté, ouais. Ouais, Est-ce que accrocher. tu aurais d'autres exemples comme ça de choses un peu que tu as peut-être vues par rapport à ton activité, des hooks comme ça assez innovants, on va dire, assez marrant. Ouais, alors je pense notamment à Sam Ovens. Alors Sam Ovens, alors je sais plus s'il est néo-zélandais ou australien. C'est un consultant qui vend des prestations de services aux consultants, qui est un des meilleurs reconnus dans le monde entier. Il a un truc qui était, mais c'est totalement what the fuck. Hein. Enfin, tu te dis, mais comment ça peut marcher? Et cette pub a cartonné. En gros, la pub commence, tu le vois, il est assis à son bureau tranquille, et en fait, il ouvre une canette, et tu sais, il fait psh, comme ça, et tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Et il commence à dire, ça, c'est ma marque préférée. Ça s'appelle Lacroix, en fait. En plus, c'est français comme Lacroix, enfin, tu sais, Lacroix, je ne connaissais pas. Et en fait, ça paraît tout con, mais le mec, tu as envie de savoir ce qu'il a à dire, quoi. Le côté, psh, tu sais, il ouvre et il dit, ah, fuck, this is my favorite beverage, Lacroix. Et là, tu te dis, ouais, et en fait, tu es tellement, bah, je sais pas, tu es tellement dans le flow que tu sais même pas pourquoi tu étais venu à la base et tu as envie de savoir ce qu'il a à dire. Et alors, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que dans les 29 premières secondes, bah, clairement, il te dit, ça du coup, c'est pour que tu ailles au-delà des 5 secondes. Et ensuite, dans les 29 premières secondes, enfin de la 6e à la 29e seconde, il te qualifie, disqualifie clairement. Il te dit, voilà, si tu es consultant, machin, écoute ce que j'ai à te dire, quoi. Et ça, c'est un des meilleurs exemples en termes de ROS, c'est-à-dire enfin, rentabilité, quoi, qu'on a vu dans le YouTube Ads. C'est un exemple comme Hop, ça qui m'est venu. yes. C'est un truc T'avais tout con, aussi, hein, tout con. ouais, et t'avais aussi le gars hyper connu avec sa fameuse Ferrari dans son garage là. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié le nom. Euh, Tai Lopez. Tai Lopez, voilà, et c'est vrai qu'il Tai avait, Lopez. Tai Lopez, ouais, ouais. yes. Et je crois qu'il y a une excellente aussi vidéo Ouais. de Stan Leloup, je crois, qui parle de cette pub et à quel point il a réussi comme ça à retourner un Ouais. peu le cerveau dès le départ avec notamment le contraste entre le livre, les Exact. bouquins derrière et la Ferrari. Moi, j'avais d'autres Le questions Ferrari, ouais. à propos de, tu sais, on a à Canggu ici, enfin à Bali, à l'époque, peut-être, je sais pas si combien de temps ça fait que tu y allais, mais tu sais, il y a beaucoup quand même d'influenceurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup et en fait, tu vois deux types. Moi, j'ai l'impression que je vois deux types de personnes qui font parce que je vois des gens quand même qui filment des pubs. Et je dirais qu'il y a deux types de personnes. T'as ceux qui font de la pub sur YouTube ou même sur Facebook en vidéo de temps en temps, qui ont un côté. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, un peu, on va dire amateur, dans le sens où ils font une pub en mode je sors mon smartphone, salut c'est moi, je voudrais te parler un peu en mode on est potes, tu vois. Et d'un autre côté, je vois des gars qui prennent, tu vois, des filmmakers qui font des montages de malades avec des drones et tout, machin. Je dirais que c'est deux approches. Est-ce que tu vois qu'il y a une meilleure que l'autre ou est-ce que tu as une vision là-dessus sur la qualité de la vidéo? Est-ce que tu penses que c'est important ou c'est plutôt le contenu texte, on va dire, qui compte? Je sais pas si tu as un avis là-dessus. Euh,
Honnêtement, avec ce que je vois, les clients que je vois, il n'y a pas besoin de faire des vidéos à 2000 euros et de prendre une équipe et tout. Enfin, je vois des trucs de ouf. Un gars avec qui je travaille, par exemple, je dois le générer, je pense, rien qu'avec YouTube Ads, il doit être à 50 000 euros par mois, je pense, voilà, de chiffre d'affaires. Et le mec, il est vraiment en mode jet set, on peut dire. Et il y va, il étale en gros. Alors, ça clive vraiment les gens. Tu vois, il y a des gens qui vont dire mais c'est qui ce connard de merde, tu vois. Et d'autres qui vont dire oh, le mec est trop inspirant, c'est un fou, mais c'est un génie. Et c'est du style à se prendre en selfie dans un avion en business class, tu vois. Et ça, des trucs comme ça, mais ça cartonne du feu de Dieu, quoi. Donc, et j'en ai d'autres, sans parler, d'autres qui sont très simples, mais c'est juste parce qu'ils sont connus, parce qu'ils font beaucoup de remarketing et avec mais sans aucun vrai branding, tu vois. Ils sont dans leur bureau, ils ont juste un bon hook et ça cartonne, quoi. J'ai des leads, alors qu'on dit des leads, c'est des contacts générés, hein, des adresses email, des leads à 80 centimes parfois avec ce client, par exemple. Alors que je suis sûr que sa vidéo, il l'a faite en elle dure 1 minute 30 et il a rien cuté. Là, voilà, c'est comme ça. Et j'ai des leads à 80 centimes et après, ça vend. Donc, non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un budget de 10 000 euros pour faire des pubs. Faut juste avoir une bonne audience de base. C'est quand même recommandé d'avoir des bonnes audiences de marketing. Et voilà, il n'y a pas de secret. D'accord. Enfin, et je me demande si parfois c'est pas même presque une stratégie, je veux dire justement de pas paraître trop pro, de pas paraître trop entreprise, de pas paraître trop corporate, justement de paraître même plus pote, plus réseaux sociaux, tu vois, on discute entre nous. C'est d'accord. Clairement. Donc toi tu Moi, je pense que c'est conseillerais limite mieux. Hein. Ouais, c'est limite mieux. D'accord. Super. En fait, c'est des gens qui, en faisant ça, ils te prouvent qu'ils sont comme toi, en fait. Tu vois, il y a pas de, c'est pas chiadé, tout n'est pas parfait. Je pense que ça, à force, ça emmerde les gens, quoi. Tu vois, de voir la perfection. Et les gens sur YouTube aussi, pour voir des choses un peu artisanales, tu vois. Les mecs comme Norman et tout, à l'époque, ils faisaient des millions de vidéos de leur chambre. Enfin, en 2000, t'imaginais pas, quoi. Ça a rendu fou tous les producteurs de séries, de films de dire qu'un gamin dans sa chambre était capable de faire 10 millions de vues avec des vidéos à l'arrache. Donc, ça veut dire que les gens sont en recherche de cet artisanat aussi sur YouTube. Donc, moi, dans ce que je vois, je te dis, je génère des dizaines de milliers d'euros pour certains clients qui se filment, je ne vais pas dire dans leur chambre, mais presque en mode à l'arrache, quoi. Et donc, oui, ça fonctionne. Il suffit juste d'avoir une bonne offre, un bon hook, des bons bénéfices et d'être un peu connu, c'est toujours un peu mieux et ça peut cartonner, quoi. Et tu parlais, alors sans rentrer dans les détails de ton client, mais pour un client à peu près qui génère entre plusieurs dizaines de milliers d'euros, entre 10 et 50 000 euros, est-ce que tu as un indicateur de ROI, par exemple, je sais pas, tu as un budget pub, comment tu le calcules en fait ça? Tu te dis, bah, je sais pas, je mets 10 000 euros de pub, j'ai 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est quoi les indicateurs en fait? En fait, c'est très simple. Tu peux mettre en place, je pense que tu dois avoir une cinquantaine d'indicateurs, ouais, même plus, disponibles sur Google Ads. Alors moi, j'en utilise une petite quinzaine, on va dire. Ça sert à rien d'utiliser tout. Mais bien sûr, tu as des indicateurs. Tu peux créer tes propres colonnes pour te dire, voilà, combien me génère, combien me coûte un lead, combien me coûte une vente. Le ROAS, alors le ROAS, c'est le Return on Ad Spend. En gros, c'est le rapport entre ton chiffre d'affaires généré et la publicité dépensée. Donc, c'est un rapport entre les deux. Et c'est-à-dire, par exemple, si tu as… Un bon ratio pour toi, par exemple? Un bon ROAS, ouais. Déjà, à partir de… je sais pas, après, ça dépend vraiment de tes objectifs, mais un ROAS de 1, ça veut dire que tu fais pas de bénéfice, pas de perte. En gros, c'est ça, quoi. Donc, si tu as un ROAS de 2, ça veut dire que tu fais x2, quoi. En termes de marge, tu vois. En termes de marge générée, tu fais x2. Un ROAS de 1, et c'est difficile à atteindre. Parfois, tu peux te casser la gueule, tu peux te planter. Ça arrive souvent. Bien sûr. Moi, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé d'avoir un ROAS inférieur à 1, c'est-à-dire que tu es en perte, en fait. Mais le but, c'est de voir le long terme. Parce qu'en fait, le but de la pub, c'est d'optimiser. Et j'ai beaucoup de clients sur le premier mois, par exemple, en perte. Ça, c'est fréquent. Donc, en fait, faut pas paniquer. Ça va être une troisième pépite que je vais balancer juste après. Mais clairement, faut pas se dire bon voilà, je suis en perte le premier mois, j'abandonne tout. Non. Si vous avez le budget, si vous pouvez vous permettre, faites plus de tests, testez plus d'autres choses. C'est que du test en fait et de l'optimisation la pub. Donc, faut pas abandonner si vous pouvez vous le permettre dès le premier mois. Faut vraiment continuer et c'est sur le long terme. C'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir optimiser. Et du coup, troisième pépite, ce qui est
ultra important dans la pub en ligne. C'est un peu comme la bourse, comme l'investissement boursier. C'est la gestion des émotions. C'est ultra important d'être zen et de pas dire oh putain, je suis en perte totale là, ça va pas du tout, je fais aucune vente, c'est la mort. Il faut vraiment être froid et se dire ok, j'ai mis un budget. C'est un budget qui va pas changer ma vie si je perds. Il faut que je sois prêt à tout perdre et que ça va pas. Voilà. Donc, par exemple, si on est au SMIC et qu'on balance 10 000 euros, bah non, je ne recommande pas du tout de faire ça, quoi. Tu vois, faut être conscient que voilà, c'est de l'épargne de côté qu'on met en budget. C'est un peu un pari. Il faut pas jouer sa vie là-dessus, quoi. Donc, à partir du moment où on met un budget dans la pub et qu'on est conscient de ça, qu'on peut le perdre, faut être froid, faut être un robot, faut se dire, ok, on va peut-être perdre ça, c'est pas grave, on l'accepte. Et ensuite, on optimise tout ça. Donc, gestion des émotions, ultra important. Faut pas paniquer complètement. C'est là que tu vois les bons média buyers et les bons traders aussi. Hein. C'est qu'ils sont froids, quoi. Ils prennent des décisions en fonction des résultats, mais froids. Voilà. Ok. Et j'avais une petite question. Donc, vers quoi rediriger justement? Est-ce que tu rediriges vers un produit directement, sur une capture d'email ou vers autre chose? Et d'ailleurs, à mon avis, ça doit jouer aussi, tu vois, justement sur, je sais pas si par exemple, tu as une séquence assez longue. Par exemple, tu fais de la pub et que tu récupères des emails et que derrière, tu as peut-être une séquence et peut-être que même tu auras un acheteur potentiel au bout de peut-être un an parfois, je sais pas, ou peut-être 6 mois. Ça, tu arrives à le détecter ou pas? Comment tu fais? Alors, donc pour répondre à cette question, tu as une fenêtre en fait d'attribution qui est proposée. Non, tu peux pas traquer les gens indéfiniment. Alors le maximum sur Google, je sais pas. Moi en général, je vais jusqu'à 30 jours, tu vois. Mais ça peut avoir pour certains business de traquer au-delà. 60, 90 jours, c'est peut-être 90 jours le maximum. Je fais jamais 90 jours, mais ça peut valoir le coup de vérifier. Par exemple, pour des prestations un peu plus longues, par exemple, je sais pas, acheter un voyage ou acheter une voiture, tu vois, ça se fait pas en 1 heure. Quoi. Tu dis pas, bon, allez, c'est parti, j'achète, j'ai vu une pub, j'achète. Donc là, tu peux potentiellement élargir la fenêtre et aller jusqu'à 60, 90 jours. Et tu pourras traquer la vente à partir du moment où la personne a cliqué sur l'annonce et a acheté. Tu pourras traquer cette vente et voir le chiffre d'affaires généré. Et l'autre question, c'était quoi? Oui, l'autre question, du coup. Vers quoi rediriger? Ouais, l'autre question. Ouais, alors, sur YouTube Ads, donc, faut se dire que c'est plus une douleur, la pub, notamment l'in-stream désactivable, ça reste quand même une douleur pour la personne. C'est pénible, c'est chiant. Donc, si en plus tu lui demandes du fric juste après, c'est-à-dire de vendre direct, c'est pas recommandé. Moi, je recommande pas de vendre en direct sur YouTube Ads, sauf l'exception éventuelle du e-commerce, où là, tu peux jouer sur la compulsivité un peu des gens. Mais tout ce qui est formation, tout ce qui est prestation de service, je pense qu'il faut passer par l'emailing. Et du coup, l'idée, ça va être, en tant que landing page, la page d'atterrissage, ça va être plus un formulaire de contact, un formulaire de prise de collecte d'email en échange de ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire c'est souvent un cadeau, une formation offerte, un e-book, pourquoi pas, un coaching, peu importe. C'est plus ce que je recommande. Et convertir ensuite via l'emailing. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment aussi l'emailing. Et c'est là aussi qu'on reconnaît un bon media buyer, c'est qu'il va analyser aussi les séquences email, l'emailing, ce qui se passe derrière. Tu as 15 à 30% des ventes qui peuvent se faire via l'emailing. Donc, c'est très important de ne pas sous-estimer l'emailing dans la publicité, dans tout type de business, en fait. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle des séquences d'automation, c'est-à-dire des emails qui arrivent en automatique tous les X jours. Et là, on va pouvoir apporter de la valeur et vendre par la suite. Et bien sûr, ces ventes seront traquées, on les verra dans YouTube Ads. Parce que tu sais, tu as une fenêtre d'attribution, comme j'en parlais. Donc, ça peut être 30 jours, 60 jours. Et ça, les ventes réalisées via l'emailing, on pourra les voir dans le dashboard de Google Ads. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, je recommande formulaire de contact dans un premier temps. Ok. Et les séquences en moyenne, toi, par rapport à tes clients, j'imagine que ça doit varier, mais une séquence moyenne, c'est quoi? C'est 7 jours, 10 jours, 15 jours? Ou tu as déjà vu des plus longues séquences, des durées? Ça dépend. T'en as qui font. T'en as vraiment qui ont des séquences ultra perfectionnées. Alors, chaque action qu'un utilisateur va faire sur un email, ça va potentiellement l'emmener sur une autre liste ou le mettre un tag, etc. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Pour les débutants, je conseille une séquence de 7-10 emails, c'est déjà bien, tu vois, et se passer sur une quinzaine, une vingtaine de jours, tu vois. Pas tous les jours, pas bombarder tous les jours nécessairement, parce que c'est du boulot. Et puis, les gens sont inscrits sur tellement de listes email que, à moins d'être un expert vraiment du copywriting, je ne recommande pas de faire de l'email quotidien. Enfin, je sais que c'est un peu la mode, mais ça va vite saouler les gens et les gens n'ont pas le temps de voir tous les emails. Et il faut vraiment être un pro du copywriting pour se permettre de faire ça. Donc, ouais, une dizaine de mails, quoi, c'est bien.
Super. visuel, quoi. Je voulais aborder avant qu'on termine ce podcast, qu'on arrive à l'heure. Je vois que ça passe vite. J'avais plein d'autres questions, mais c'est très bien. Je voudrais aborder les prix. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est aux enchères? On parle de quoi? De CPC? Est-ce que tu as des indicateurs là-dessus sur les prix? Combien ça coûte en moyenne? Alors, je sais pas si Ouais. c'est une bonne question. Bah, si, c'est une bonne question, mais c'est difficile d'y répondre. Ça dépend de plusieurs choses en fait. Ça dépend déjà des espaces publicitaires disponibles, on va dire entre guillemets, au sens global sur YouTube. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui font de la publicité, peu importe la niche, peu importe ce qu'ils font, plus le prix sera élevé. Alors le prix, tu as plusieurs façons. Le prix, si tu le vois, le coût par vue, sachant qu'une vue, c'est à partir de 30 secondes. Hein. C'est pas une personne regarde 5 secondes. La vue, c'est à partir du moment où tu payes. Donc c'est à partir de 30 secondes. Donc tu as le coût par vue qui est en général aux alentours de 10, 15 centimes actuellement, mais sachant que ça peut varier en fonction de plein de choses. Tu as le coût par lead, tu as le coût par clic, tu vois, tu as plein de choses. Donc, il faut d'abord voir au global le nombre de personnes qui font de la pub sur YouTube, et ensuite, en fonction de la niche, en fonction de la niche, notamment en e-commerce, par exemple, c'est beaucoup plus cher. Quand je dis en e-commerce, c'est toutes les personnes qui parlent d'e-commerce. Je te donne un exemple. Il y a un e-commerçant, un spécialiste du dropshipping qui s'appelle Yomi Denzel, que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui est spécialiste du coup tout ce qui est Shopify et tout. J'ai vu des coûts par vue, hein, je veux dire, pas par clic, par vue, hallucinants, allant entre 80 centimes à 1 euro. C'est énorme. Payer 1 euro pour un vue, c'est énormissime. Parce que c'est ultra concurrentiel là-dessus, parce qu'il y a plein d'annonceurs qui vont se positionner sur sa chaîne. Parce que c'est possible en fait de faire des annonces, de diffuser ces annonces sur des chaînes YouTube que tu auras sélectionnées. Hein. Donc là, c'est tu peux sélectionner des chaînes en particulier, c'est-à-dire moi, je peux aller cibler mes concurrents et boum, tu vois la tête de Mike Coder. Je crois qu'on en est à la 4e pépite. Ouais. Tu peux siphonner le trafic de tes concurrents en plaçant tes annonces sur leur chaîne. Donc la condition, c'est bien sûr qu'elles soient monétisées, leur chaîne, mais tu peux clairement pomper le trafic de tes concurrents comme ça. Donc si tu es assez bon en termes de pattern interrupt, de hook, tu peux complètement occulter en gros ton concurrent, quoi. Tu vois, tu peux voilà. D'accord. Et ok, bon bah, le but, je passe un petit message à mes concurrents. Vous allez peut-être me voir bientôt. Non, je déconne, on verra. Mais bonne information. Ouais. Dis-moi. Ouais, fais gaffe parce que les gens qui t'écoutent là, ils vont tous se balancer sur ta chaîne. Ils vont tous se positionner sur ta chaîne. Mais bon, c'est le jeu aussi. Voilà, c'est le jeu aussi. Ça aide. Yes. Mais voilà, donc ça c'est un bon moyen pour tous les gens qui veulent faire du YouTube Ads de se positionner sur des concurrents ou pas, hein, ou sur des thématiques assez proches, tu vois. Mais clairement, là, tu te fais une liste de gens, de chaînes qui t'intéressent et tu bombardes ta pub dessus. Ce qu'on appelle le ciblage par emplacement sur YouTube. Ok. J'imagine que tu as dû voir quand même pas mal de types d'activités, de business différents, de l'infoprenariat, peut-être du e-commerce, etc. Est-ce que tu as vu des domaines un peu plus tech, je sais pas, développement, vente d'applications mobiles, etc. T'en vois beaucoup ou pas? Honnêtement, peu. J'en vois assez peu. Il y a beaucoup de niches, ouais, mais alors j'essaie de réfléchir comme ça. Il y a une annonce que je vois à fond les ballons. Alors comment ça s'appelle? Monday, je crois. Je dis ça, c'est peut-être pas ça. Ah oui, une application de gestion de projet. Ouais, je l'avais déjà vu. De projet, je sais plus. Ouais. Ça, j'en vois énormément. Une autre, alors je sais pas si on peut appeler ça tech, mais bon, c'est une appli en tout cas. Il y avait Grammarly aussi qui a pas mal fonctionné. Je crois que c'est une application de traduction, je crois. Pareil, ils ont bombardé. Après, vraiment tech pure, j'en vois. Ça m'arrive d'en voir. Je pourrais pas te citer des noms comme ça, mais j'en vois. Des écoles de développement, par exemple, qui proposent des écoles de coding. J'en ai vu. J'ai vu aussi de la pub de Udemy, des gens des formateurs sur Udemy qui faisaient de la pub sur YouTube. Mais il y a plein de choses. Il y a encore plein de choses à faire dans le développement. Encore une fois, il faut se nicher. Ouais. Et sur la prestation de service, que ce soit du code ou d'autres types de prestations de services, t'en vois beaucoup sur YouTube Ads? Alors, sur la prestation de service direct. Direct, je sais pas, je vous propose je suis copywriter, je vous propose mes services, je suis rédacteur web, je propose mes services, je suis développeur, je crée des applications mobiles, etc. Je propose mes services. Est-ce que j'en ai vu très peu. Honnêtement, comme ça, j'ai pas d'exemple, j'en vois très peu, donc ça serait peut-être quelque chose à creuser. Alors, pas de la portée, tu vois, il faudrait trouver un peu la finesse, quoi. Pas dire directement je suis freelancer, machin, parce que directement, ça veut dire je vends des prestations de service. Il faudrait trouver une approche un peu plus, tu vois. Donc, l'approche du lead magnet. C'est-à-dire, je vous offre, je sais pas, une petite formation, un truc comme ça pour vous. Voilà, faut trouver le truc, l'angle. Et répondez, complétez le formulaire, je vous envoie ça.
Et ensuite, on lui propose une session, un appel où là, on apporte de la valeur. Je peux vraiment vous aider, tu vois, via l'emailing ou via le remarketing éventuellement, tu vois. Mais effectivement, ça serait un angle à développer, quoi. Clairement, la prestation de service, il y en a peu, quoi. Ouais. Ok, super. Je te remercie pour toutes ces informations. On va terminer avec quelques petites questions sympas. Je veux dire, avant, tu étais à Bali, donc maintenant, tu es où en ce moment? Alors là, je suis en Anjou, en France, dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Pour ceux qui connaissent, c'est tout près de Nantes, voilà, dans les Pays de la Loire, exactement. D'accord. Très agréable. Et tu avais fait une petite période à Bali en tant que nomade. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Moi, je parle beaucoup de nomadisme aussi sur ma chaîne. C'est une expérience qui t'a plu? Tout à fait. J'ai fait pas mal de nomadisme. J'étais parti 8 mois en Asie, dans toute l'Asie du Sud-Est. J'avais fait 8 mois en 2014. C'était ma première vraie expérience. J'étais en Australie d'abord en 2011. En Asie pendant 8 mois, dans 10 pays différents. Toute l'Asie du Sud-Est, que tu connais, Indonésie, Philippines, Birmanie, etc. Et je me suis posé vraiment en Indonésie, à Bali, comme toi, en 2017. À Canggu, là où tu es actuellement, je crois. Et Yes. voilà, pour expérimenter un peu la vie de nomade digital. Je vais potentiellement refaire ça en 2021, parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas baroudé. Je vais potentiellement retenter l'expérience, peut-être en Inde. Enfin, je me pose encore des questions à voir. Mais donc, on sera peut-être amené à se rencontrer à l'occasion en 2021, j'espère en tout cas. Avec plaisir. Donc voilà, c'est quelque chose que je recommande à beaucoup de gens, que ce soit en tant que freelance ou pas, en tant qu'expérience de vie, quoi. Ça m'a apporté énormément de choses de voyager comme ça. Ça te fait relativiser sur plein de choses, notamment ce qui se passe en France et tout. Tu vois que voilà, c'est un bon moyen en termes de développement personnel, on va dire. Yes. Ton actualité du moment, t'es à fond sur ton activité YouTube Ads, j'imagine, c'est ça? Yes, à fond, ouais, plus que jamais. Ok. Et d'ailleurs, donc c'est quoi? C'est de la formation plus de l'accompagnement. Comment ça se passe en fait? C'est une formation en ligne? Alors j'ai 3 leviers. Pour les infopreneurs, c'est plus du coup une formation que je propose, une formation vraiment avancée en termes de scaling YouTube Ads. Donc on va vraiment dans la stratégie. Ça c'est plus pour les petits budgets. Ensuite j'ai le management de campagne de A à Z. C'est-à-dire qu'en gros, le client, il s'en fiche de ce que je fais sur le compte Google Ads. Il veut juste, voilà, j'apporte des résultats. Et le troisième levier, donc un peu plus haut de gamme, c'est vraiment la formation en interne. C'est des entreprises qui me contactent de temps en temps, qui veulent tout simplement former un salarié, former le responsable marketing, etc. Donc là, c'est vraiment du suivi, de l'accompagnement un peu plus haut de gamme, quoi. C'était les 3 leviers que j'utilise pour mes prestations. D'accord. Une petite question de fin. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast, une chaîne à recommander, quelque chose qui t'a inspiré, qui t'inspire ou qui t'inspire toujours? Alors, je réfléchis. La chaîne c'est un peu mainstream de dire ça, mais la chaîne de comment il s'appelle, Stan Leloup est quand même sympa c'est pas pour le mindset, mais plus pour l'aspect copywriting, la stratégie marketing en général. Si vous voulez vous former, c'est des bonnes formations gratuites, on va dire. Après, j'essaie de varier. Il y a Oussama Ammar qui est excellent aussi en termes de, je sais pas. Enfin, à chaque fois que j'écoute une de ses vidéos, j'ai l'impression d'apprendre des choses et il a une vision qui est vraiment particulière dans l'entrepreneuriat. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, The Family, moi je trouve qu'ils ont apporté quelque chose à l'entrepreneuriat. Bon, ça fait peut-être un peu, je sais pas, un peu swag, comme on dit, un peu bobo, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'ils apportent une pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat francophone et plus global. Donc Oussama Ammar à écouter. Qui d'autre Il y a un gars que j'aime bien parce qu'il est très bon aussi en termes de mindset et en termes de créativité. Enfin, il développe des concepts vraiment intéressants. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, mais il s'appelle, alors c'est Abdelkarim, son nom de famille. La chaîne, c'est Transformation, trans-formation. Ah oui, il a d'ailleurs une énorme chaîne, je crois. C'est une chaîne à Ah oui, 300 000, je dirais. 300, 400, peut-être 500. Ouais, c'est une grosse chaîne et je sais pas, il développe des concepts vraiment intéressants. Il a vraiment un côté branding, copywriting vraiment intéressant. Donc, à suivre. Il est un peu bourrin, il est un peu en mode commando parce que c'est un ancien commando, le mec. Donc, il est un peu bourrin parfois, mais il réveille un peu les consciences et en gros, il dit bah voilà, tu as le choix entre faire de ta vie de la merde ou devenir un génie, enfin, voilà, te révéler. Je retrouve pas. Attends, mais c'est Steve. Voilà, Steve Abdelkarim. Steve. Ah oui, Steve, oui, qui a une grosse chaîne, qui fait des séminaires et qui a d'ailleurs a sorti un bouquin récemment, sa deuxième version de son bouquin que j'allais d'ailleurs acheter parce que on m'a dit que du bien. Karma Sutra.
Karma Sutra, voilà exactement. V2, je crois d'ailleurs. Nouvelle édition. Ouais, exactement. Karma Sutra Exactement. V2. Donc il est bon, on aime, on n'aime pas sa personnalité, mais moi je le trouve bon et en ce moment je l'écoute pas mal. C'est pour ça que voilà, je me permets de le citer au passage. Ouais, et il est très cash et moi j'aime bien les gens qui sont comme ça, très cash. Donc, yes. Ouais. Écoute, on arrive à la fin de. Ouais. Écoute, ça a lagué, ça a coupé, excuse-moi. Je disais, on arrive à la fin de ce podcast, c'était très sympa. Où est-ce qu'on peut rediriger les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur toi, sur ton activité, sur ce que tu proposes? Alors, je mettrai toutes les infos en dessous, mais c'est quoi ton canal principal? Ouais. Écoutez, alors je suis moins actif dessus, mais je recompte vraiment bombarder beaucoup de vidéos en 2021. Donc, c'est ma chaîne YouTube tout simplement, Bastien Devaux, DESVEAUX. Voilà, vous pouvez m'y retrouver là. Sinon, j'ai un groupe Facebook dédié à YouTube Ads, donc gratuit, qui s'appelle YouTube Ads Domination. Donc, je vous encourage, si vous êtes sur Facebook, pareil, à vous y rendre. J'accepte que les gens qui sont en mode entrepreneuriat. Donc, un des filtres, c'est d'avoir un site web. Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu je compte que des entrepreneurs dessus. Voilà, la base. Donc, tâchez d'avoir un site web si vous voulez l'intégrer. Et ce sera avec plaisir de discuter avec vous sur le groupe. Ok, Bastien, terima kasih et sampai jumpa lagi, comme on dit. Bye bye, salut. Ouais, sampai jumpa lagi. Salut, à plus. Ciao. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcast. Cela te prendra 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure Hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi.